La canne à sucre. Elle fait partie du paysage réunionnais depuis des générations. Elle a façonné les terres, l'économie et l'histoire de l'île. Une histoire marquée par l'esclavage, ancrée dans la mémoire collective, mais aussi une filière qui a su évoluer, se transformer, s'adapter au fil du temps. Derrière ces champs que l'on croise tous les jours, il y a des métiers, des savoir-faire et une organisation souvent méconnue du grand public. À La Réunion, il ne reste que 2 usines sucrières et derrière moi se trouve l'une d'entre elles, l'usine sucrière du Gol à Saint-Louis. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'entrer dans un endroit qu'on ne voit presque jamais, l'intérieur de cette usine. Mais ce n'est pas tout, je vais suivre le parcours de la canne, du champ jusqu'au sucre. Et je vais partir à la rencontre de ces acteurs qui font vivre la filière pendant la campagne sucrière et voir concrètement comment ça se passe sur le terrain. Là, on est à la balance de la caserne à Saint-Pierre et je suis avec Vanessa. Bonjour, bienvenue Damien. Bonjour. On est sur le site de réception de caserne, d'un des 13 centres de réception de toute l'île. Donc on réceptionne environ 2000 tonnes de cannes chaque jour. On travaille 6 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour acheminer les cannes pour alimenter la sucrerie du Gol. C'est quoi un peu les étapes? Le planteur, il arrive et ensuite il y a un carottage, il me semble, c'est ça? Alors, le planteur, il arrive. En amont, lui, on lui a fourni un badge, on appelle ça un calendrier de livraison. Donc il arrive, il monte sur une balance, on pèse son poids total. Une fois qu'il a son badge, il passe à la sonde qui est gérée par le centre technique, c'est l'interprofession. Donc là, il y aura son carottage pour déterminer sa richesse, la richesse de son chargement. Une fois que le carottage a été fait, le planteur, il connaît tout le chemin, il fait la route, il déverse son chargement et quand il a déversé, il ressort sur une balance qu'on appelle une balance TAR. On fait la soustraction en fait du poids brut et le poids final. Donc une fois arrivé sur cette balance, il a son ticket final avec son poids. Au niveau des camions qui arrivent, il y en a combien par jour à peu près? Généralement, nous, en tracteur même, Oui. ce sera souvent les mêmes qui reviendront. Mais ce ne sera pas pour le même propriétaire. On appelle ça des transporteurs. Donc on va jusqu'à 240 pesées. 240 Jusqu'à 240 pesées à la journée sur le site de caserne, hein, parce qu'on est l'un des plus gros sites avec le centre de Beaufort dans l'Est. Donc voilà, nous on peut aller jusqu'à 240 pesées, des plus petits chargements, des 3 tonnes à du 14 tonnes. Voilà. Donc là on est devant un type de canne tronçonnée. Donc le planteur il a déjà coupé au préalable les cannes et on va les mettre dans un tapis pour directement les charger dans le cachalot. Là on peut aller monter pour voir ça de plus près. Là vous pouvez voir, il y a comme un tapis et les cannes sont déjà coupées. Là, on est avec Romain, c'est un planteur, il va nous raconter son parcours. Bonjour, Romain Prunière, originaire du Tampon. Il est installé sur une parcelle de 5 hectares de canne à sucre. Comment tu sais que la canne, elle est bonne à couper? Généralement, nous, c'est 1 an après la coupe que nous récoltons la canne. Après, souvent, nous voyons aussi par rapport que les cannes, les mûres, commencent à sécher un petit peu. Et toi, je vois que tu es un peu jeune et tout, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Est-ce que c'est tes parents, dans la famille, tu as des gens qui travaillent là-dedans? Déjà, premièrement, c'est une passion. Ok, une passion. J'aime ce métier, j'aime le contact avec la nature. Ok. Et après aussi, effectivement, c'est question de un patrimoine de la famille. Aussi. Voilà. Mon arrière-grand-père cultivait la canne, mon grand-père cultivait la canne, mon père cultive toujours la canne. Et c'est avec fierté aujourd'hui que moi je cultive la canne. Donc c'est aussi pour garder cette tradition familiale. Et je suis fier et j'aime ce métier. C'est quoi le plus gros défi aujourd'hui pour un planteur? Je pense que le peu d'expérience que Minena, je pense que le plus gros défi à l'heure actuelle à La Réunion surtout c'est le manque de main-d'œuvre. Voilà, on est obligé à mécaniser au maximum les travaux à faire sur la plantation parce que malheureusement, on n'a plus beaucoup de gens que les motivés pour faire ce métier. Beaucoup de gens ils trouvent que elle est trop difficile et que peut-être il y en a mieux ailleurs. Donc, je pense que c'est la principale difficulté qu'on a aussi sur l'île concernant la canne à sucre. J'ai regardé un peu ce qui se passait au niveau des actualités. J'ai vu que l'année 2025 c'était une année assez compliquée. C'était le cas par rapport au cyclone et toutes les choses comme ça. Tributaire de ça. Comme nous pouvons constater, surtout les collègues de l'Est, là, il y a un fort impact concernant le cyclone. Oui, c'est une année quand même, on peut dire, difficile et catastrophique. Pour ma part, moi, comme c'est ma première année, on n'a pas vraiment de référence, mais comme il prend la référence de mon papa, on voit qu'en fin de compte, nous avons été quand même bien épargnés par rapport au cyclone. Donc, nous sommes quand même satisfaits. On ne sera jamais parfait de toute façon, même si en termes de sucre, je pense que nous avons quand même une bonne difficulté à gagner une bonne richesse. Mais concernant notre tonnage et notre rendement, on n'a pas été fortement impacté par le cyclone cette année. Donc tu restes assez confiant pour l'avenir alors de la canne? Oui, bien sûr, confiant. Moi-même, les motivé. Donc tant qu'on a la motivation, nous restons confiants.
et les cannes pourront alors être transportées directement à l'usine. Là, on est avec Josiane, qui est conductrice de camion. Elle va nous présenter un peu son parcours et ce qu'elle fait. En fait, je suis chauffeuse de poids lourd, SPL. Je travaille à l'usine Le Gol, ça fait déjà 12 ans de campagne sucrière. 12 ans. Oui. Et je conduis voilà, le 44 tonnes qu'il y a derrière moi. Ok, donc c'est un 44 tonnes. Voilà. Et au niveau du chargement de canne, il y en a combien dedans? À vide, on est à 18. Je veux dire, voilà, il y a le poids du réel. truc. Et en tout, voilà, en ça tout, fait 44. Voilà, il faut pas qu'on dépasse 44 tonnes. À quoi tu dois faire attention quand tu conduis un cachalot comme ça? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de vigilance par rapport à la circulation, la fluidité de la journée surtout, parce que il y a des moments où des grosses périodes, il y a beaucoup d'embouteillages. Après, il y a les accidents. Ah, oui. Il y a aussi les motos. Ouais. Ça, c'est notre plus la crête la plus difficile à gérer sur la route. Et après, sinon, ça va. Je veux dire, ça dépend de l'état de la chaussée aussi. Donc, s'il pleut, ça dépend le temps. Donc, faut être assez vigilant quand même. Voilà, beaucoup de vigilance surtout. Contrairement à un camion classique qui transporte d'autres choses. Voilà. Après, c'est pas une question de plus gros ou pas. Ils sont à peu près de la même longueur, mais elles sont pas de la même hauteur. D'accord. Nous, en tant qu'achalot, on est beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Okay. Parce que il faut mettre plus de chargement. Et puis, c'est en vrac. Donc, avec le balancement sur la route, il faut qu'on fasse attention à ça. Et toi, tu es fière de faire ce métier? Oui. En tant que femme, oui. En tant que femme, il n'y en a pas beaucoup de conductrices? Il y en a de plus en plus maintenant. Voilà, ouais. Okay. Après, je veux dire, je suis là depuis un bon moment. Bon, merci pour cette petite interview. Et c'est pas fini parce que Josiane elle va m'emmener maintenant à l'usine du Gol. Mon premier objectif, c'est de monter dedans. Allez, on se retrouve à l'usine du Gol, les amis. Là, les amis, on est sorti de la caserne et je suis avec Josiane. Là, je vais pas trop la déranger parce qu'on est au rond-point de la caserne, vous connaissez, hein. C'est le pire rond-point de l'île, je pense. Josiane, du coup, c'est un peu à cause de toi aussi qu'il y a des embouteillages alors, de temps en temps alors, et que je suis en retard pour le boulot. Malheureusement, non, mais c'est pas moi. Ah, c'est pas toi? Non, du tout. Ah, c'est bon alors. Des véhicules légers qui ralentissent un peu trop pour rien des fois. Hein. Bon, c'est bon, c'est pas... Non, je blague. Voilà. Nous, si la circulation est fluide, plus que c'est fluide pour nous, plus que c'est mieux. C'est vrai. En vrai, je pense que tous les Réunionnais, ils sont fiers aussi d'avoir ce genre d'engin sur les routes aussi. Hein. C'est un patrimoine aussi. C'est ça, c'est un patrimoine. Voilà, c'est l'histoire de la Réunion, la canne sucrière. Je vois ça depuis tout petit et là, franchement, je suis super fier de rentrer dans un cachalot pour la première fois. Et c'est spacieux en fait, si je m'attendais pas en fait. Voilà. Et après, il y a beaucoup de gens qui aimeraient rentrer dedans. Avant, je suis privilégié un peu. Voilà. Avant, on pouvait emmener des fois quand il y a un défilé. Ah, les défilés. En fait, campagne. Ok. Mais maintenant, ils interdisent, c'est sécurisé. Une personne ici, mais plus sur la banquette arrière. Tu vas jusqu'à combien maximum avec un 80? On n'a pas le droit de passer 80. Ok. En tout cas, les amis, on a vraiment une belle vue depuis ici. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est vraiment une vue en 360. Elle a aussi des gros rétroviseurs pour bien contrôler ses angles morts. Et elle a même une petite caméra là qui contrôle l'avant. C'est très important, je pense. Et elle a un joli tableau de bord aussi. Ça, c'est un camion, un cachalot d'un écrit, ça. Ah ouais. Il y a même la tablette, tout, la musique, le Bluetooth. Là, je vois que tu fais quand même un petit trajet au final, mais il y en a peut-être qui font des plus gros trajets. Je fais des grands trajets. Ah, tu fais des grands trajets aussi? Je vais sur Sabunois Rouge. À Bois-Rouge. Ok. Je pensais que tu faisais que celle-là en fait. Non, jamais. Mais là-bas, ils viennent nous aider quand on en a besoin. Okay. Et nous, les chauffeurs de l'usine de Gol, on part de l'autre côté pour les aider aussi, pour faire des transferts. Des formations qu'il faut faire. Imaginons, il y a des gens après cette vidéo qui sont intéressés par faire conductrice de cachalot. Il faut passer tous les permis. Conducteur. Étape par étape. Tous les permis. Oui. Mais il faut être permis poids lourd ou il y a un autre permis? Ah non, là tu as le permis voiture, après tu as le permis poids lourd 19 tonnes. D'accord, 19 tonnes. Et après tu passes le SPL. Ah, ça s'appelle SPL alors. SPL, c'est le super lourd. Super lourd. Ah, c'est vraiment au-dessus en fait. Voilà. La FIMO aussi. La FIMO, c'est quoi? La FIMO, c'est une formation d'un mois pour pouvoir transporter ta marchandise. Donc il y a la SPL et la FIMO. Et la FIMO, après, c'est valable 5 ans. Il faut renouveler tous les 5 ans.
C'est une filière qui fait travailler plus de 18 000 personnes sur l'île. Là, l'usine du Gol est juste derrière moi, on va bientôt arriver. Donc vous allez voir comment ça va se passer. Donc là, Josiane, si je comprends bien, là on va arriver à l'usine du Gol. Et il y aura une pesée ou pas? Oui, d'accord. Là, en fait, on attend que la personne derrière nous a fini. Voilà. Et après, on fait le décharger. Et là, quand tu décharges directement à terre, quoi. Par Là, terre. je vais décharger dans la table. Il y a une table qui Qui est tourne. d'accord. Du coup, les cachalots, ils sont pas toute l'année sur la route. Non. Ils sont une partie de l'année seulement. Oui, mais pendant le temps où il est sur la route, il s'éteint pas, il roule en continu. Ok. Parce qu'on fait le 3 à 8. Quand moi j'arrête, il y a ma relève. Quand ma relève il arrête, il y a un autre. Donc on est à 3 sur un véhicule. Ok. Donc ce véhicule-là, il est pour mon équipe à moi. On est à 3. Et en la partie de l'année, du coup, tu fais quoi toi de ton côté? Ah bon, je travaille pas, je suis en vacances. En vacances carrément? Mais c'est trop belle. Jusqu'à la prochaine. En fait, tu économises un peu et Voilà, mais après quand on a fait la campagne sucrière, on est fatigué quand même. ouais, vous êtes Donc, fatigué, bah tu m'étonnes. Il y a la table quand le feu il passe au vert, donc j'enclenche le tapis. Et le tapis il est à fond mouvant là. Il dévie de faire à mesure les cannes dans la table et la table elle monte. Elle achemine les cannes à l'arrière de l'usine. Bon, là on est arrivé à l'usine du Gol. On va aller visiter l'intérieur. Mais avant ça, Josiane va décharger les cannes. Elle actionne le déchargement parce que le feu est passé au vert. Je sais pas si vous voyez là. Et là, elle pourra commencer à décharger son camion. Là, on s'apprête à rentrer à l'intérieur de l'usine sucrière et il ne faut pas confondre en fait, à côté c'est la centrale électrique où là on va brûler la bagasse et là on va vraiment rentrer dans l'usine sucrière. Donc c'est juste derrière moi, comme vous pouvez le voir ici. Là, je suis avec Camille, responsable communication chez Tereos, et ça fait 19 ans qu'elle y travaille. Autant dire qu'elle y connaît un rayon sur la canne à sucre. Non seulement elle nous fera visiter l'intérieur, mais elle prendra le temps de nous expliquer chaque étape de transformation de la canne à sucre. Et vous allez voir, la canne nous réserve bien des mystères. Vous avez vu, il y a beaucoup de bruit. On n'entend pas forcément. Une fois réceptionnée, la canne est acheminée le long de ce canal jusqu'à l'intérieur de l'usine. Les gros rouleaux qu'on voit ici servent à niveler la canne. Vient ensuite l'extraction du jus. Pour cela, la canne passera par le shredder. C'est une machine composée de 138 marteaux qui vont venir pulvériser la canne pour ouvrir les fibres. La fibre sera ensuite pressée par les moulins pour récupérer le jus. Ce système de moulin, il y en a 5 en tout pour bien extraire au maximum le jus. C'est un peu le même principe qu'un fangourin dans un marché. Il va en sortir de la bagasse qui va être directement envoyée à la centrale électrique pour en faire de l'électricité. C'est le premier coproduit de la canne à sucre. Mais toutes ces machines nécessitent un entretien et pour cela nous allons voir le chef de car qui va nous raconter son parcours et nous expliquer comment fonctionne le travail à l'intérieur de l'usine. Là, on est avec Jean-Marie qui est chef de car à l'intérieur de l'usine sucrière du Gol et il va nous présenter un peu son métier. Bonjour Jean-Marie, explique-nous un peu ce que tu fais ici. Bonjour Damien, Jean-Marie Vimbaille. Je suis chef de car depuis récemment, on va dire 2 ans, pour une année de formation. Mon rôle, c'est quoi? C'est une équipe de 23 personnes. On appelle ça le car. Pourquoi le car? Parce que c'est des cars de 3-8. D'accord. De 6h14, 14, 22, 22, 6h. Okay. Donc en fait, il y a 3 équipes de 23 personnes. Voilà, et donc tu es le 3e chef de car. On est à 4. 4 chefs de car. C'est-à-dire 3 qui travaillent, et naturellement un car en repos. Ceux qui ont fait les nuits, ils sont en repos aujourd'hui. Le rôle du chef de car, c'est veiller au bon fonctionnement de l'usine, c'est-à-dire la marche de l'usine depuis la plateforme, on va dire jusqu'à le changement du sucre. Okay. Notre rôle, c'est veiller que sur le plan technique, ça se passe bien, c'est-à-dire niveau machine, s'il y a quoi que ce soit qui va pas. D'ailleurs, on a les mécaniciens, électriciens,
qui sont en poste avec nous ils font partie des 23 personnes là. On a aussi, il faut signaler le plan relationnel, c'est-à-dire assurer une bonne cohésion avec toutes les personnes dans le car. C'est ça le rôle du chef de car en règle générale alors. Puis on assure la passerelle entre les ouvriers et la direction. L'usine tourne 24 heures sur 24, donc même la nuit. Et pourquoi ça doit tourner 24 heures sur 24? C'est pour qu'on ait plus de sucre au final, plus de choses, ou c'est spécifique aux machines? En fait, on tourne 24 heures sur 24 du lundi au dimanche matin. Le dimanche, c'est on va dire les entretiens. Mais le fait de tourner, de ne pas s'arrêter, c'est-à-dire de 6h à 6h le lendemain matin, le fait d'arrêter les machines, c'est très contraignant pour nous de redémarrer. C'est-à-dire tout ce qui dit production, si on a une coupure, on ne va pas dire qu'on faudra recommencer, mais ça va prendre du retard pour le prochain démarrage. Donc autant continuer, une continuité au démarrage lundi jusqu'au dimanche matin. Ok. Voilà. Tu étais cuiseur avant, j'ai entendu dire? Non. Ayant rentré à la sucrerie en 1996, j'étais au laboratoire, analyseur de sucre et jus. Ensuite, évaporeur. Évaporeur, j'ai fait de formation de cuiseur aussi. C'est à la suite de ces différents postes, avec une certaine expérience, poste de chef de car, on a profité pour postuler, au moins mettre en application toutes les compétences depuis pas mal d'années dans l'usine. Je tiens à préciser aussi que, on va dire ça tout le temps, mais bon, j'avais mon arrière-grand-père, mon papa, la famille et il a travaillé à l'usine aussi, donc c'est la 3e génération. Donc c'est une affaire de famille quand même. Oui, j'ai entendu dire aussi que dans l'usine, on apprend souvent avec les anciens, on va dire, et c'est dans l'usine même qu'on apprend tout. En fait, c'est quoi? C'est transmission de savoir voilà. Avec les anciens. En fait, c'est des métiers spécifiques à évaporeur, cuiseur, pas. Il n'y en a pas partout. Pour l'emploi, il n'y aura pas ces différents métiers-là. Donc, il faut faire les formations en compagnonnage avec ces différentes personnes. Parce que là, il y a beaucoup d'odeurs, beaucoup de vapeur, il fait chaud, donc c'est quelque chose d'assez contraignant et vous arrivez avec tous les années. Oui, on s'habitue. On s'habitue, oui. C'est normal, bon, personnes qui arrivent là, peut-être dans le bruit, avec la chaleur, les vapeurs, tout ça, autant on s'habitue. Après, pour nous, c'est naturel. Et vous êtes fier de faire ça? Oui. Je suis fier d'avoir eu l'occasion quand même d'évoluer dans une entreprise on est rentré pour mon cas en 96 et en 2025 accéder à un poste de responsabilité. On va dire c'est une finalisation de concrétisation. Concrétisation, une certaine fierté pour moi-même. Une fois le jus extrait, il faut enlever toutes ces impuretés. Cela passe par un système de filtration par ces gros rouleaux et il en sortira alors de l'écume qui sera remis aux planteurs gratuitement. Cette matière, riche en nutriments, sera remise dans les champs et servira d'engrais naturel. C'est le 2e coproduit de la canne à sucre. On a quitté les moulins, les 5 moulins, et on a obtenu d'un côté du jus, de l'autre côté la bagasse. La bagasse, on va faire de l'énergie avec. Et le jus, on va le nettoyer parce qu'il est sale avec le volume de canne qu'on reçoit chaque jour, 6 000 tonnes de canne par jour. Il faut qu'on nettoie ce jus. Donc là, c'est le jus à l'intérieur de cette cuve, c'est ça? Voilà, le jus dans cette cuve. Et il est décanté là-dedans? Et on va le décanter là-dedans. D'accord. Et dans ce cas, on va avoir le jus clair qui monte, le jus clair et propre qui monte, qui est en haut, qui va pour fabriquer ensuite du sucre. Et il va redescendre. Et ensuite, on a de la boue, la boue, de la terre, etc. Et la boue à l'intérieur. Et cette boue, il y a encore du sucre dedans. Ah ouais. Un petit peu de sucre. On ne peut pas le perdre ce sucre parce qu'on l'a acheté au planteur. Donc on va venir filtrer une dernière fois cette boue pour extraire le jus sucré, pour faire du sucre. Et la boue restante, elle va aux agriculteurs pour fertiliser les champs. Et ça va gratuitement aux agriculteurs, c'est ça? Exactement. Bon, ça va gratuitement. Regarde. La boue, elle est là-dedans. D'accord. Et au-dessus, on fait tourner ce tamis rotatif sous vide. Regarde. Ça aspire. Oh, c'est trop satisfaisant. Mais là, on voit pas les trous en fait. C'est vraiment fin? Ouais, il y a des tout petits trous, tout petits là. D'accord, ok. Le jus rentre à l'intérieur. D'accord. Pour continuer à faire du sucre. Et la boue. Et la boue, elle sort. Et elle redescend en bas. Et la boue, c'est ce qu'on appelle les écumes de sucrerie. Et c'est ça qui est restitué. Tu peux toucher, c'est un petit peu chaud, mais c'est pas brûlant. Donc, ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, ouais. Et donc ça, en fait, on peut confondre avec de l'engrais. Mais ça s'appelle comment? C'est quoi le terme? Ça s'appelle les écumes de sucrerie. D'accord. Et ça va directement sur un détapis. Et ça va dans des camions et on livre ça chez les planteurs pour fertiliser les champs et réduire l'apport en engrais chimiques. Tout est bon dans le cochon et tout est bon dans la canne à sucre. Donc en fait, c'est un peu comme la phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. Ok. C'est vraiment magique la canne à sucre en fait. On se rend pas compte de tout ça et faut venir ici pour s'en rendre compte en fait. Le jus propre passera alors par tout un processus de cuisson, du sirop à la cuite à la masse cuite. Cette partie sera supervisée par un métier qu'on ne trouve nulle part ailleurs, le cuiseur.
Là, on est au poste de contrôle et on est avec Rudy qui est cuiseur. Il va nous expliquer un peu son métier. Bonjour Rudy. Bonjour. Explique-nous un peu ce que tu fais ici dans l'usine. Bon moi mon poste ici c'est cuiseur. Ok. Et en fait je suis rentré ici en 2016. Ok. Et ce poste-là ici, cuiseur, ça ne trouve pas en dehors. En dehors, oui. Oui. C'est vraiment spécifique à l'usine du Gol au final. Oui. C'est des postes que j'ai été formé pendant 3 ans. Ok. Par des anciens. Et là, un peu ton quotidien, c'est de plutôt être sur le contrôle, regarder si les machines fonctionnent bien, l'automatisation. Et imaginons qu'il y a un problème, tu interviens direct. Comment ça se passe ici à ce niveau-là? Non, mon poste, c'est de la surveillance. Surveillance, oui. Et c'est cristalliseur. C'est quand le sirop lactique est cuit, c'est là ça devient mon vrai rôle. Cœur métier. Ouais. Je fabrique les graines de sucre là. Et c'est technique. Complexe. En fait, on utilise de la semence. D'accord. La semence, c'est du mélange de l'alcool et du sucre. On injecte dans des appareils. Au moins, toutes les graines, c'est homogène. Au moins, quand ça grossit, parce que tous les graines, c'est pareil. Ok, donc en fait, on peut pas faire du sucre nous-mêmes chez nous parce qu'il faut vraiment ce type de procédure-là qui se fait que à l'usine au final, c'est ça? Voilà. Tu m'avais dit aussi que ton grand-père était dans ce métier-là avant, c'est ça? Il a travaillé toute sa vie dans la canne à sucre. Oui. Dans cette dans l'usine même. Ok. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une fierté. C'est une fierté. Quand même. Il est parti en retraite en 1992. Et en espérant que la canne va me donner pareil. En fait, mon vrai métier de base, c'est soudeur. À l'usine du Gol, c'est pour que tu aies CDI, il faut que tu aies double métier. Donc, en intercampagne, je suis soudeur. Et en ça je savais pas par exemple. Campagne, je suis cuiseur. Donc, il faut être assez polyvalent pour travailler dans l'usine au final. Voilà. Ok. Ah ouais. Et ça va, c'est pas trop chaud au niveau du toucher? T'es habitué? Ok. Après, tu peux toucher le cristal si tu veux. Masse cuite qu'on est en train de cristalliser. C'est la masse cuite, les amis. Donc là, il y a des tout petits grains, mais ils sont presque si petits qu'on les sent pas. Et là, après, on va aller voir la machine suivante. Ils auront grossi, ils seront là développés. Là, on voit bien les cristaux. Ouais. Tu peux même les toucher, la cristallisation est en cours. Okay. Tu as le grain sous les doigts. Là, on est en face d'une cuve où la masse cuite, elle est un peu plus avancée. Là, on voit des plus gros cristaux. Là. Donc, la cristallisation est en cours. Voilà, le sucre est en train d'atteindre la bonne taille demandée par le cahier des charges de nos clients. D'accord. Donc, le cuiseur est en train de faire la cristallisation. En fait, c'est un peu comme faire une confiture au final, mais dans une grosse cuve, en fait. C'est ça, exactement. Ok. Tu as tout compris. Une fois le sirop de masse cuite prêt, il sera mis dans les centrifugeuses pour la séparation des cristaux. Le reste de jus sera appelé la mélasse, qui sert à faire du rhum et qui est aussi un excellent complément pour les animaux. On va évaporer ce jus pour faire un sirop. Dans les évaporateurs qu'on a vu là-bas, on a le sirop la cuite. Dans ce sirop la cuite, on va faire de l'ensemencement. On va mettre une petite semence de sucre, du tout petit sucre qui va grossir et on va avoir à la fin une masse cuite, un mélange de sucre et de sirop, un truc comme ça là. Et on va devoir centrifuger le tout. On va centrifuger comme une essoreuse à salade pour séparer. On ne peut pas vendre du sucre comme ça. Donc on va centrifuger, on va avoir d'un côté le sucre, qu'on connaît tous, et de l'autre côté, il y aura encore du liquide, de la masse cuite. Et là, il y aura encore du sucre. Donc on va le repasser une deuxième fois et une troisième fois pour épuiser, pour enlever son sucre. Celui-là et celui-là. Et à la fin, on aura la mélasse. La mélasse qui est trop dense, on n'arrive plus à extraire son sucre. Et avec ça, on va fabriquer du rhum traditionnel à consommer avec modération, ou de la nourriture pour les animaux, notamment pendant l'hiver, pour donner de l'appétence à la paille pour les bovins. D'accord? Donc là, on peut tout goûter. Le sucre normal. Donc là, c'est le sucre normal. C'est parti. T'en connais, il est très bon. Voilà. Ensuite, tu as le sucre deuxième G qui est un peu plus mélassé. Pas très gourmand, hein, Damien? C'est bon là? Ouais. Oui. Bon, là, on goûte. Un petit peu plus fort.
Ah ouais, un petit peu plus fort, ouais. Voilà. Il y a de moins en moins de sucre. Ensuite, Ça. tu peux avoir celui-ci. Et ça, c'est avec ça qu'on fait le galabé? On peut faire le galabé avec les trois, mais en Avec les effet, si trois. tu fais avec ça de manière traditionnelle, c'est extra. Il a un goût très mélacé, il est très foncé. Et à la fin, grimace assurée sur la mélasse. Attends. Tout le monde aura le droit d'y goûter. Donc là, les amis, je vais goûter la mélasse. Donc là-dedans, il y a plus de sucre là-dedans, en Il y fait. a très peu de sucre. Il y a très peu de sucre. Il y en a encore un tout petit peu parce que Et- sinon on ne pourrait pas faire de rhum, mais il y en a vraiment très peu. Et normalement, c'est super bon. Donc, parti. Normalement. Oh bon. On n'a pas même vrai. pas la grimace. Bon, en vrai, je rigole, c'est pas bon. Mais c'est normal, il n'y a plus de sucre là-dedans. C'est un peu amer. Mais c'est une expérience à tester. Voilà. Et c'est ce qui permet de fabriquer le rhum traditionnel ou la nourriture pour les animaux. C'est pour ça qu'il y a un petit arrière-goût quand même de fort du rhum, en fait. On ressent quand même un petit arrière-goût. Ouais. Oh, c'est vraiment intéressant. À rentrer pour des raisons de sécurité alimentaire évidentes. Et donc on envoie de l'air chaud et on va tamiser pour éviter les grugeons, les amas de sucre. D'accord, ok. Et à la fin, le sucre va être mis dans des grands silos en hauteur et on va le charger dans des camions alimentaires pour aller au port, pour être conditionné et vendu sur le marché local ou européen. Pour des raisons de sécurité, on ne peut observer le sucre qu'à travers ces petites vitres. Donc régulièrement, toutes les 2 minutes, il y a une centrifugeuse qui va centrifuger 1 tonne de masse cuite, qui est un peu liquide, et qui va donc séparer 500 kg de sucre de 500 kg de liquide. Les 500 kg de sucre qui tombent, ils vont directement en zone sensible pour être séchés et conditionnés dans des silos, stockés dans des silos avant de partir en camion. Et les 500 kg de liquide, qui sont encore chargés de sucre, elles repartent en circuit fermé pour avoir le deuxième sucre et le troisième sucre, et à la fin on a la mélasse. Ok, donc là on voit le sucre. Voilà, alors quand on voit des petites boules noires, c'est des amas de sucre, c'est des grugeons Ah, j'avais qui pas vont vu. être séparés en tannées. Ah, c'est comme quand il y a des pop-corn en fait. Voilà, Ça ressemble à c'est un ça. petit peu voilà. Et évidemment, ça peut pas partir chez des clients comme ça. Hein. Et là, évidemment, on peut pas accéder pour des raisons de sécurité alimentaire. Exactement. Après, à partir de cette phase-là, tout est fermé, évidemment. Pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas un poil de barbe de Damien avec le chapeau dans le sucre, évidemment. On aurait dû mettre une Charlotte pour la barbe. Et si jamais tu devais intervenir, évidemment, tu as raison, parce qu'il y a des gens qui interviennent, il faut demander une autorisation. Oui. Et là, on met une combinaison intégrale, un cache-barbe, on compte nos outils à l'entrée, à la sortie pour être sûr et s'assurer que tout soit OK et conforme pour le sucre. Et voilà, c'est la sécurité alimentaire. C'est incroyable quand même. Et quand on parle de sécurité, l'usine possède aussi son propre laboratoire chargé de contrôler la qualité à chaque étape du processus. Elle a d'ailleurs été la première au monde à être certifiée ISO 22000, une norme internationale qui garantit la sécurité alimentaire. Là, on est au laboratoire de l'usine et je suis avec Laurine qui est une laborantine. Elle va nous présenter un peu ce qu'elle fait, son métier. Bonjour Laurine. Bonjour, je suis Laurine, je suis analyseur à l'usine du Gol. Et ce que je fais ici, je fais plein de choses. On analyse presque tous les produits de l'usine, de l'entrée à la sortie, qui est le sucre bien évidemment. Ok, donc tout ce qui est par exemple la mélasse, les choses comme ça. Oui, tout ce qui rentre, donc Ouais. tous les jus, Tous les jus. tout ce qui sort, l'écume, bagasse, et L'écume, le bagasse. sucre, la mélasse. D'accord, donc c'est pas forcément le sucre en lui-même, la teneur en sucre, c'est vraiment tout alors. Vous C'est faites vraiment tout le tout. spectre de la canne à sucre. C'est ça. Ok. Comment vous savez si le jus de la canne, la teneur en sucre, comment vous savez ça exactement? Il y a des machines spécifiques qui vous disent, bah là, la teneur en sucre elle est bonne. Oui, alors on passe par un système de filtrage. On va Ouais. filtrer tout ce qui est impureté pour vraiment avoir le jus. Et on va le faire passer dans un polarimètre qui va nous donner le Brix et le pôle. Ensuite, une pureté. Ok. Et vous analysez aussi le sucre roux quand il est fini, quand ça s'est terminé? Oui, on va regarder s'il est propre. Donc on va regarder les insolubles, les impuretés. On va regarder l'humidité, on va regarder sa couleur, la taille du grain, l'homogénéité. Et par exemple, là, tu es en train de faire des analyses et tu vois qu'il y a un problème. Il faut tout de suite prévenir et arrêter la production. On va pas arrêter la production, Oui. on va prévenir. Oui. Les gars derrière, ils vont faire des réglages pour Ok. qu'ensuite ça respecte le cahier des charges. Souvent, c'est la couleur. Couleur. Donc, on va analyser la couleur. On a une certaine couleur à respecter. Donc, si ça dépasse ou si ça n'atteint pas la couleur voulue, l'équipe va mettre en place un réglage. L'usine du Gol, elle est certifiée ISO 22000. C'est C'est la ça. première au monde, c'est un gage de qualité. C'est ça. En D'accord. fait, on a des audits qui Oui. certifient qu'on respecte vraiment le cahier des charges et les normes demandées par l'Union européenne. Et t'as de la famille un peu qui travaille là-dedans ou pas du tout? Genre, t'as Non, décidé de faire bah, ça il n'y a comme que ça? moi. Il y a que toi? Bon, mon papa quand il était plus jeune, mais c'est un métier qui devient de plus en plus compliqué. Ouais, de plus en plus compliqué, ouais. Donc voilà. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Ça fait 5 ans. 5 ans. Et comment devenir laborantine s'il y a des gens qui nous regardent, qui ont envie de devenir Alors j'ai laborantine? commencé par un bac Ouais. STL, sciences technologiques laboratoire. Mhm. Ensuite
je suis allée sur un BTS, bioanalyse et contrôle. Après mon BTS, j'ai postulé et je suis là. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment gigantesque la taille de cette usine. Là, on est juste dans l'arrière, dites-vous. On va aller voir d'où sort le sucre concrètement. Là, on est dans la zone de chargement, c'est ça, du sucre? Exactement, qu'on appelle chez nous la zone d'expédition du sucre. Okay. Donc c'est ici qu'on a vu le sucre, tu sais, le sucre qu'on a vu sur les tapis juste avant. Oui. Il va être stocké dans des grands silos en hauteur. Et lorsqu'un camion arrive, il rentre, on va ouvrir un volet roulant pour s'assurer qu'il n'y ait pas, par exemple, des nuisibles, des oiseaux ou des chiens, que sais-je. Donc il faut s'assurer qu'il n'y a vraiment rien qui rentre. Le camion va se placer sur un plateau balance. Comme ça, on va pouvoir contrôler son poids total roulant autorisé. Et ensuite, les équipes qui sont chargées de l'expédition et du chargement vont charger les camions, un par un. Donc, il y a plusieurs trappes de chargement pour assurer que le chargement soit bien réparti dans le camion. Parce qu'après, ce camion va rouler sur la route avec une trentaine de tonnes à son bord. Et en cas de freinage, il faut que ce soit tout bien réparti. Ensuite, le camion va ressortir. On a l'opérateur expédition qui va fermer le camion, qui va mettre un scellé sur le camion, un scellé pour s'assurer que dans ce camion, on a un lot qui est identifié. Voilà, par exemple, SR 220540. Et à l'arrivée au port, lorsque le camion va décharger, on va casser ce scellé pour s'assurer qu'il n'y a donc que du sucre et que personne n'a fait une intrusion à l'intérieur. Personne n'a fait une intrusion, ok. Voilà. Et arrivé au port, soit chez Sucrerie de Bourbon, soit chez Mascarin, on va décharger ce sucre qui sera conditionné, soit en sac de 1, 2 ou 20 kg pour le marché local réunionnais, soit en big bag de 1 tonne 100 pour l'export. Le marché de l'export. Et aujourd'hui, à La Réunion, on exporte 90% du sucre vers l'extérieur, c'est ça? Et 10% pour La Réunion. Voilà, 92 à peu près qui est exporté et 8% qui reste sur le territoire local. D'accord. Par rapport à ce pourcentage-là, est-ce qu'il faudrait plus pour La Réunion ou plus vers l'extérieur? Qu'est-ce qui est mieux pour tout le monde en réalité? Là, c'est ce qu'il faut en fait. Le marché local a besoin d'à peu près 8%. C'est ce qui reste à La Réunion, ça suffit. On s'auto-suffit évidemment. Et le reste est exporté. Et c'est une des rares productions de La Réunion qu'on exporte. Il n'y a que 2 choses qui sont réellement exportées. 3 choses. Il y a le sucre, la mélasse et les poissons. Et malheureusement les déchets. Mais bon, ça je ne considère pas ça comme une production chouette. Donc voilà, on est quand même une industrie qui permet aussi d'équilibrer la balance commerciale de La Réunion. Pour résumer, la canne à sucre ne sert pas seulement à faire du sucre, elle permet aussi de produire de l'électricité pour les foyers, de la mélasse utilisée pour le rhum et l'alimentation animale, et même une écume qui retourne à la terre. Derrière le sucre que l'on consomme au quotidien, il y a des métiers, des savoir-faire, des femmes et des hommes engagés, qui perpétuent une filière profondément liée à l'histoire et à l'identité de La Réunion. Cette immersion, c'était surtout l'occasion de mieux comprendre ce qui se cache derrière les champs de canne et de porter un autre regard sur cette filière. Merci à l'usine du Gol et merci à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour nous faire découvrir leur métier et nous partager leur quotidien. J'espère que cette immersion vous a permis d'en apprendre plus sur la filière canne à sucre ici à La Réunion. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, liker, partager et on se retrouve pour une prochaine découverte. C'était le mec au chapeau. Peace!